Né le 23 février 1990 à Casablanca, âgée de 36 ans, elle réalise l'exploit d'une vie, gravir l'Everest, l'Otse en une seule poussée. Au retour au royaume, elle est accueillie par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Elle nous fait l'honneur aujourd'hui d'être avec nous sur Média. On parle bien entendu de Nawel Sventla. Bonjour Nawel. Bonjour Monsef, merci pour l'invitation. Eh bien merci à toi de prendre le temps et d'être avec nous aujourd'hui sur Média. Une exploration qui restera historique, on l'a dit Nawel. Peut-être un retour aussi très riche en émotions. Vous venez de réaliser une double ascension historique. Comment est-ce qu'on se sent quand on réalise un tel exploit? On se sent très très fier. Maintenant, c'est un projet d'une grande envergure, ce qui fait que je n'ai pas moi-même encore pris le temps de réaliser complètement. Mais je suis très très fière parce que c'est vraiment le résultat de longues années de travail acharné, 8 ans à peu près. Et je suis très très fière de là où j'en suis arrivée, encore plus fière lorsque je vois que les Marocains sont contents. Que les messages que j'ai pu véhiculer parlent à beaucoup, que ce soit les jeunes, les femmes marocaines et les Marocains partout dans le monde d'ailleurs. Je suis vraiment très très fière. Donc là c'est énormément d'émotions en ce moment à gérer, mais alhamdoulilah. C'est génial. Nawel, quand je prononce l'Everest et quand je prononce l'Otse, quelle est la première émotion qui te revient ou comment est-ce que tu te sens après quand on parle de l'Everest et de l'Otse? Je ressens encore l'émotion que j'ai pu avoir sur l'Everest. Et lorsque je pense au Lhotse, je ressens une émotion vraiment très forte, une grande fierté, étant donné que le Lhotse a été très très difficile. L'enchaînement a été très compliqué. Ça ne veut pas dire que l'ascension de l'Everest était simple, loin de là, étant donné que cette année il y a eu énormément de monde, donc les risques étaient beaucoup plus élevés. Mais c'est vrai que lorsque je pense à l'Everest, j'y pense avec émotion, avec un sourire. Le Lhotse, c'est un peu plus de rage positive. Je me dis, je t'ai combattu. Parce que c'était très dur, c'était 9 heures d'ascension et surtout les enchaîner juste après l'ascension du toit du monde, ça a été très compliqué. Est-ce qu'on prend conscience, quand on a réalisé ces deux plutôt explorations, le toit du monde, l'autre le 4e sommet du monde, est-ce qu'on prend pleinement conscience? Est-ce qu'il y a un souvenir un peu vivant qui te parle à ce retour de ces explorations? En toute honnêteté, c'est encore très frais. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là. C'était il y a 2 semaines, 3 semaines, j'y étais encore. Ça prend du temps. Comme j'ai pu le dire, c'est vraiment un grand projet pour lequel j'ai vraiment travaillé. Ça a été étudié minutieusement. J'ai suivi des formations pour pouvoir comprendre cette montagne-là, connaître sa spécificité, la culture du pays que je connais certes, mais plus par rapport à cette région-là qui est bien chargée en histoire, pour que je puisse justement m'adapter assez facilement et me faciliter cette adaptation en fait et mon arrivée sur place. Mais pour l'instant, effectivement, je ne peux pas vraiment répondre. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs. Juste une petite anecdote, jusqu'à présent, je n'ai pas encore revu toutes mes photos et mes vidéos. Ça viendra, mais j'ai fait ce choix-là, je prendrai vraiment le temps. Et je pense que lorsqu'on réalise un objectif qui est assez grand, pour lequel on a fait beaucoup de sacrifices et pour lequel on a bataillé, et surtout d'une difficulté aussi énorme, je pense qu'il faut prendre le temps justement de bien assimiler tout ce qui s'est passé et c'est ce que je vais faire. Je sais qu'il y a des grands défis qui m'attendent, Inch'Allah, et ça arrive vite. Mais pour ce projet qui est mon rêve et pour lequel j'ai bataillé, je veux prendre mon temps et pour pouvoir apprécier chaque émotion que j'ai pu ressentir parce que j'en ai ressenti diverses et variées sur place, que ce soit sur l'Everest ou sur le Lhotse.
Bien sûr, on va en parler dans quelques instants, mais parce qu'à l'issue de ces 2 explorations, vous devenez la première femme marocaine à le faire, c'est un exploit historique. Quand vous redescendez, Nawel, là, je vais venir un peu dans vos souvenirs, quelle est la première personne que vous contactez au moment où vous descendez? La première personne, c'est mon frère. C'est mon frère. Pourquoi? Mon frère était le lien avec mes parents. On a fait un deal pour pas inquiéter les parents. Je ne souhaitais pas qu'ils puissent suivre vraiment de A à Z l'ascension. Je savais qu'il y allait y avoir beaucoup de dangers. D'ailleurs, il y a eu des morts, des blessés. C'est mon frère qui a vraiment fait l'intermédiaire, on va dire. Et ma pensée a été pour lui parce qu'il a été d'un soutien énorme. Même lorsque je ne souhaitais plus parler, je souhaitais attaquer par exemple ma rotation ou bien l'ascension directe, il insistait vraiment à ce que je puisse l'avoir au téléphone pour me motiver. Et c'est mon frère, il me connaît par cœur et il a su trouver les bons mots. Et ce qui est magique, et ça c'est propre à moi et mon relationnel avec la montagne, c'est que lorsque j'ai un soutien qui est très fort et qui compte pour moi, j'arrive à le faire sortir même dans des phases de fatigue extrême. Et c'est ce qui s'est passé en fait lors de l'ascension, où des fois j'entendais sa voix avec les conseils qu'il me donnait. Et pour moi, la moindre des choses, c'est de l'appeler lui en premier. Et surtout, étant donné qu'on est resté un peu plus longtemps que prévu en haut et il s'était inquiété. Donc, oui, ça a été le petit frère ou le grand frère. C'est le grand frère. C'est le grand frère. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est grâce à lui que j'ai fait l'Everest. Pourquoi? C'est lui qui m'a fait découvrir l'Everest en 2013. C'était son voyage à lui au Népal et au Tibet. Et il m'a proposé de l'accompagner. Et on a fait le camp de base de l'Everest du côté tibétain. Okay. Et ça a été un moment émotionnellement fort qu'on a partagé tous les deux à la vue de l'Everest. Et c'est resté dans ma tête et je me suis battue pour pouvoir gravir et le rendre fier, car ça a été son envie aussi. Donc là, il est très très fier. J'imagine. C'est aussi la fierté évidemment de la famille et au-delà évidemment une fierté aussi d'un peuple, évidemment le peuple marocain. On va revenir vraiment en arrière, peut-être 30, 25 ans en arrière. Qui était la petite Nawel? La petite Nawel était très timide. Une petite fille très 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 timide, extrêmement timide, à tel point que ça inquiétait mes parents. Et c'est pour cette raison qu'ils m'inscrivaient en fait à différentes activités et notamment le sport depuis mon plus jeune âge. C'est pour ça que je suis sportive depuis toute petite. J'ai vraiment touché à tout. J'ai joué au badminton, au basket, au foot, au volley. J'ai poursuivi le volley dans mes études supérieures par exemple. J'ai joué aux échecs, j'ai fait de la danse classique. Pour eux, c'était un moyen justement de casser cette barrière-là et de m'ouvrir, parce que j'avais du mal. Et ça a marché, j'étais de plus en plus intéressée. Et puis, il y a eu, de par le travail de mon père qui est militaire, il avait eu une mission à l'étranger et il a trouvé que c'était l'occasion idéale pour qu'on puisse partir avec lui. Donc j'ai fait 2 années, j'ai fait ma 6e et ma 5e en France. Et ça a été le déclic, j'ai commencé à m'ouvrir. Donc Nawel était une petite fille vraiment très timide, réservée, mais toujours souriante. Et qui adorait courir. Ma mère n'arrête pas de me le rappeler, tu courais partout. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais des semi-marathons. Et je pense qu'aujourd'hui, la Nawel d'aujourd'hui, ou plutôt la petite fille, serait très très fière de la Nawel d'aujourd'hui. J'imagine. Et est-ce que c'est quand on est, enfant, ou est-ce que c'est dans cette période-là que vous rêvez aussi d'aventure? C'est à quel moment où vous prenez vraiment conscience de se dire, allez, on va aller à l'aventure un jour ou l'autre? Comme je l'ai dit, étant donné la timidité très présente que j'avais et qui était assez inquiétante, ma famille souhaitait vraiment que je m'ouvre à tout, que je voyage, que je découvre. Et donc c'est venu depuis mon plus jeune âge en fait. Donc même les randonnées, je commence avec mes parents, la nature, j'adorais ça. Mais cette envie vraiment de me challenger
Et de trouver des défis qui vont me stimuler encore plus, c'est venu à l'âge adulte et c'est pour cette raison que j'ai quitté, ou du moins j'ai mis entre parenthèses ma carrière professionnelle dans la communication pour pouvoir me consacrer justement à l'alpinisme suite à ce que j'ai pu ressentir lorsque j'ai fait le Toubkal. Dans la difficulté, j'ai adoré. Voilà. Et donc c'est comme ça que se bâtit le rêve, parce que quand vous ouvrez cette petite parenthèse, vous partez en France, ensuite vous revenez vivre au Maroc, oui. J'imagine. Oui. Et donc du coup, comment est-ce qu'on découvre l'alpinisme quand on grandit au Maroc? Comment est-ce que s'ouvre à vous, ou comment vient plutôt l'alpinisme dans votre vie? En toute honnêteté, c'était dans une période de ma vie où vraiment je cherchais quelque chose de nouveau qui pouvait contrer justement cette routine. Je me sentais vraiment en routine, que ce soit dans mon travail et même ma vie personnelle. Donc vraiment, je cherchais à être stimulée. Et c'est venu comme ça. Ça m'a été proposé. On m'a dit Nawal, est-ce que ça te dit de faire le Toubkal? Et d'ailleurs, j'ai rigolé. C'est l'entourage ou c'est... C'est un ami qui m'a proposé. D'ailleurs, c'est Nasser Ben Abdelil, le premier Marocain à avoir fait l'Everest. Et il m'a dit, écoute, viens, ça va te faire plaisir, ça va te faire du bien, on est un bon groupe. Et je me rappellerai toute ma vie parce que là, je suis mordue de montagne. Je lui avais dit... mais qu'est-ce que je vais aller faire en montagne? Je vais m'ennuyer. Et ça a été le déclic complet. Et encore une fois, j'en suis très très fière parce que c'était pas tant le fait d'arriver au sommet. Jusqu'à maintenant, c'est pas vraiment ça qui m'anime. C'est comment j'ai été sur le parcours, comment je me suis challengée. Et sur le Toubkal, ça a été très très difficile durant la phase finale pour moi, où j'étais en train de m'endormir en montagne et c'était très dangereux, où je voulais redescendre. Et c'était un combat contre moi-même et il n'y a pas plus beau que ça. Et c'est pour cette raison, les gens me posent la question, me disent « Tu pleures au sommet de tes ascensions ?» Ce n'est pas des larmes de tristesse, bien évidemment. C'est des larmes de joie et inconsciemment, c'est, on va dire, c'est toutes les émotions que j'ai pu emmagasiner, garder pour moi, que ce soit la difficulté, la colère, peu importe. Lorsqu'on arrive au sommet, je réalise tout ce que j'ai fait. C'est une fierté énorme. Que je ressens. Donc, dès lors que j'ai senti ça, j'ai compris que c'était ça dont j'avais besoin. Et je suis allée faire 3 semaines plus tard le Kilimandjaro. Wow. Donc, tout s'est rapidement enchaîné. Oui, exactement. Et je travaillais encore à ce moment-là. Et puis, par la suite, une fois que je suis revenue du Kilimandjaro, j'étais sûre que j'avais envie de creuser encore plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à discuter avec des alpinistes étrangers qui me conseillaient, qui me parlaient de différents projets. Et je me suis lancée dans les 7 sommets du monde. Sauf qu'il y a eu la période du Covid. Oui. Exactement, où je me suis retrouvée, on va dire, un petit peu bloquée. Fermeture des frontières. J'ai mis entre parenthèses ma carrière professionnelle, bien que je prenais des missions en freelance. Mais voilà, mon projet principal, on va dire d'émancipation entre guillemets, il était mis en pause. Et c'est là où ça a été comme une sorte de révélation. Je me suis dit, mais c'est l'occasion parfaite de découvrir mon pays et de le promouvoir. J'ai envie de découvrir la nature et j'ai réalisé, j'en suis très très fière, le challenge de gravir les 9 plus hauts sommets du Maroc de plus de 4000 mètres en 5-6 jours. Wow. Et ça a été de la performance parce que je me préparais pour les sommets internationaux. Mais j'en ai profité, j'étais avec mon guide, j'ai découvert leur vie, j'ai découvert les locaux, leur générosité, ils ont été tellement bienveillants. J'étais seule avec mon guide dans la montagne, ça a été magnifique. Et j'en ai appris davantage et en toute honnêteté jusqu'à maintenant, je peux te dire que je suis éblouie par notre nature, elle est juste sublime et on n'a rien à lui reprocher. Et d'ailleurs, j'invite vraiment les gens à découvrir la nature marocaine. Les gens oublient que j'ai commencé au Maroc.
C'est le Maroc qui m'a formée, j'ai appris la technicité ici et puis par la suite, je me suis développée à l'étranger. Donc franchement, n'hésitez surtout pas, vous allez être vraiment ébloui. Vous êtes servi. Ah oui, complètement. J'imagine que c'est ce moment-là clairement qui change la vie, enfin qui change en tout cas la vôtre. Et par contre, la question aussi qui nous vient, c'est est-ce que finalement quand on a de telles ambitions et qu'on veut mettre entre parenthèses une carrière professionnelle, est-ce qu'il n'y a pas un moment où, dans l'entourage, que ce soit personnel ou même l'entourage qui vous entoure, où il y a eu des limites, où il y a des gens qui vous ont dit peut-être que le rêve est trop ambitieux, peut-être que tu rêves trop grand. Bien sûr. Vous l'avez senti ça? Ah Comment oui. est-ce qu'on passe au-delà de tout ça? Alors, tout d'abord, ça a commencé avec mes parents. Ça a été un choc pour eux. Il faut savoir que mes parents nous ont toujours, mon frère et ma sœur, poussés à aller le plus loin possible dans les études. Et surtout dans notre carrière. Gravir les échelons, faire ses preuves rapidement, etc. Ça a été très carré. Donc le fait de leur dire, écoutez, je quitte mon confort avec un très bon salaire, avec un très bon poste à responsabilité, une équipe à gérer, en étant jeune tout de même, pour faire de l'alpinisme, ça a été un choc pour eux. Donc au début, ils m'ont laissé un petit peu. Ils m'ont fait confiance et puis après, je leur ai expliqué. En fait, c'est très simple. Je leur ai présenté une sorte de business plan. Je leur ai dit, voilà, je vais vous prouver que je suis capable justement de financer ce projet-là. Il ne faut pas oublier que ce projet est très, 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 très coûteux. On parle de millions et de millions de dollars. Et comment vous faites d'ailleurs pour financer Alors justement, c'est le plus gros du travail. Ce n'est pas l'ascension en fait en elle-même. L'ascension, je suis constamment en préparation physique principalement, mentale également, mais le plus gros c'est le financement. Et c'est pour cette raison que ça a duré aussi longtemps et que j'ai bataillé pendant des années et des années. Ce projet-là est vivant depuis 8 ans maintenant. Et le financement a été très compliqué, mais j'ai bien réfléchi. C'est ce que j'ai proposé à mes parents justement pour qu'ils puissent accepter ce revirement de carrière, on va dire. C'est de mettre à profit mes compétences et mes acquis en communication et en management pour pouvoir justement marketer mon projet d'alpinisme et le financer. Et c'est ce que j'ai fait. Ce que je faisais justement, c'est de la gestion de projet que je faisais pour mes clients lorsque j'étais en agence. Et le client maintenant c'est moi. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Et quand bien même, malgré mes études poussées, j'ai une licence, un master 1, un master 2, ça reste compliqué. C'est compliqué et ça j'en parle assez régulièrement pour que les gens puissent comprendre que la facilité n'apporte rien et que rien n'est acquis. Malgré les contacts que je pouvais avoir, etc., il fallait savoir pitcher, il fallait savoir s'adapter au secteur d'activité de chaque entreprise. Et surtout vendre un storytelling qui est très fort. Donc ça a été très difficile à tel point qu'à un moment donné, ma propre famille me disait est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Exactement. Est-ce que ça vaut le coup? Et j'ai bataillé pour leur dire faites-moi confiance, vous allez voir, je finirai par y arriver. Et alhamdoulilah, ça venait petit à petit, mais ça a toujours été compliqué, ça a été les montagnes russes. Mais ça commençait à se décanter, c'est pour cette raison que je suis très très fière de ce projet-là. L'Everest en l'occurrence, c'est le sommet le plus cher. Si on fait Everest Lhotse, c'est encore plus cher. J'ai bataillé pendant 5 ans. 5 ans, parce que l'Everest a une seule période dans l'année, c'est à partir d'avril. J'ai bataillé pendant 5 ans pour trouver les fonds et à chaque fois ça a été des désillusions et c'est là où vraiment j'ai failli abandonner et c'est venu de moi-même cette fois-ci. Mais je me suis convaincue que j'en étais capable et que j'y croyais réellement et j'ai tellement étudié cette montagne-là dans le vrai sens du terme que je me disais Nawal, t'inquiète, ça va venir, tiens bon. Et j'y suis arrivée, alhamdoulilah. Ça ne veut pas dire que tout va être très facile par la suite, loin de là. C'est là le plus gros du travail.
Bien sûr. Dans quelques instants, on va s'équiper avec les crampons pour monter en montagne. Ok. Et juste avant, dans la continuité de ce que vous dites, de ce que vous disiez, Nawel, est-ce qu'au contraire, il y a une phrase qui vous est restée en tête et qui vous est revenue lorsque vous êtes arrivé au sommet? Une phrase positive que vous avez reçue dans votre vie où vous vous êtes dit, ok, là j'y repense parce que j'y suis. Ou est-ce qu'au contraire, il y a une petite phrase un peu négative où là vous vous êtes dit, ah, voilà, en fait j'ai prouvé le contraire? En toute honnêteté, surtout cette ascension-là, je me répétais constamment, rappelle-toi Nawel, ce par quoi tu es passé. Rappelle-toi Nawel, ce par quoi tu es passé. L'Everest, à 500 mètres, j'ai eu cette envie d'abandonner. À 500 mètres. Wow. Après plus d'un mois d'expédition. Ça a été très très compliqué. Mais je me suis auto-convaincue que c'était possible et justement parce que j'avais beaucoup travaillé le mental avant, c'est cette phrase-là que je me répétais: Nawel, tu es passé par beaucoup de choses et tu as beaucoup souffert. Continue, continue, tu peux y arriver. Et ça a été dans la douleur, ça va. Beaucoup d'émotions. J'avançais avec les larmes aux yeux. Bien sûr. On a cette image au sommet. Et parce que c'était dur, les 500 mètres, les 500 derniers mètres, c'était très très dur. Beaucoup de monde, l'oxygène qui commence à diminuer dans la bouteille, les gens commencent à faire des faux pas, le danger augmente. Et pourtant, je me disais, Nawel, non, 8 ans de galère, 8 ans, c'est ton rêve et voilà. Extraordinaire, c'est beaucoup d'émotions, je le sais, mais peut-être on va vraiment se concentrer sur l'ascension. Avant de partir, j'imagine qu'il y a toujours une petite retenue. Est-ce qu'on a peur de l'échec? Est-ce qu'on a peur de ne pas y arriver? Est-ce qu'on a peur de décevoir? De quoi est-ce qu'on a peur avant de vraiment passer à franchir le cap? Honnêtement, alors, je peux te donner une réponse pour toutes les autres montagnes et une réponse différente pour ce projet-là. Ce projet-là, comme je l'ai précisé, j'ai tellement bataillé, j'avais peur de décevoir. J'avais peur qu'il puisse y avoir quelque chose. La montagne est imprévisible. Il y a des facteurs extérieurs qui peuvent vraiment nuire à la réussite de l'expédition. Et je me disais, j'ai peur de me décevoir d'abord, parce que pour moi, j'étais prête physiquement, j'étais prête mentalement. Ça y est, j'ai mes sponsors, tout est carré, on y va. Je me disais, j'ai pas envie de me décevoir, donc je savais que j'allais, moi qui ai l'habitude de repousser mes limites, je savais que j'allais les repousser encore plus loin, malgré la promesse que j'avais faite à mes parents, et d'ailleurs, à ma famille. D'ailleurs, ils l'avaient senti, ils me disaient les mêmes limites qu'avant, les mêmes limites, et je les ai repoussées encore. Et j'avais peur de me décevoir moi, et surtout j'avais peur effectivement de décevoir ma famille, en toute honnêteté, parce qu'ils ont vécu avec moi toute cette expérience-là. Mais j'en ai fait une force. J'en ai fait une force. Et rajouter à cela le soutien magnifique. Alhamdoulilah, je suis toujours soutenue par ma communauté, les gens qui me suivent durant mes expéditions. Mais je n'oublierai jamais cette expédition-là. Le nombre de da'awats que j'ai reçus, qui m'ont bouleversée, qui m'ont touchée. Le soutien, les gens qui demandent de mes nouvelles quand je disparais. Et tous ces messages-là, je les gardais, je les regardais quand j'avais pas de réseau. Et c'était un boost. Donc il y avait moi, il y avait ma famille, il y avait les gens qui me soutiennent et mon pays. Donc c'était, on va dire, une pression qui grandissait. Mais chaque pas que je faisais me confortait dans l'idée que Nawel, tu continues d'avancer. Donc c'est bien. Extraordinaire. On y est le jour J, le jour du départ. Est-ce qu'on se rappelle un peu de la date, le jour, le grand soir du départ ou Bien sûr, j'ai pas dormi avant mon vol. J'ai pas le du tout combien dormi le 9. Le 9 avril. Le 9 avril. Donc on est le 9 avril, jamais. Le soir arrive. Dans quel état d'esprit est-ce qu'on se sent? Et surtout, la valise est là, elle est devant. Qu'est-ce qu'on met dans la valise, la chose qui avait la valeur la plus sentimentale pour vous, que vous avez mis dans la valise et vous avez dit ok, c'est avec ça que je dois partir? En toute honnêteté, la valeur la plus importante pour moi, ça a été le Coran. Je ne pars pas faire une expédition sans, et si je l'oublie, je me démerde pour pouvoir en avoir un.
Mais ce soir-là, je me rappellerai toujours, je n'ai pas du tout dormi. Je suis arrivée à l'aéroport avec les yeux écarquillés, mais très très émue. Je me rappelle que j'ai beaucoup pleuré, j'étais stressée. Je pleurais en même temps parce que je me disais, Nawel, tu vas réaliser ton rêve, tu vas y aller là, tu vas y aller. Et mes valises, j'avais très très peur d'oublier quelque chose, mais bien sûr ça n'a pas loupé. Mais c'était principalement du matériel, c'était principalement, je tenais à avoir les drapeaux de mes sponsors aussi, c'est grâce à eux que je suis là. Ça a été vraiment un tout. J'ai emmené avec moi une petite figurine qui m'a été offerte par un ami qui m'a vraiment touchée. Et puis des éléments personnels liés à ma famille, bien entendu. Bien sûr, vous les emportez avec vous dans le cœur et vous les emportez aussi dans la valise. Oui, ça, pour me rappeler, important, oui. Bien sûr. Nawel, quand on monte, quand on sait qu'on va gravir l'Everest, est-ce qu'on envisage de ne pas revenir? Oui, je l'ai intégré. En toute honnêteté, depuis que j'ai débuté le projet, j'ai tellement analysé ce projet-là dans sa globalité, non seulement l'Everest en lui-même, il y a des risques. Comme par exemple le Manaslu, la première fois où je l'ai tenté. Et je pensais que j'allais faire le sommet. On était parti pour la phase finale et j'ai été dans une avalanche. Et j'ai vu des gens mourir devant moi, débouler la montagne, leur bouteille d'oxygène à droite, le backpack à gauche. Mais j'ai gardé ce calme que je maintiens jusqu'à aujourd'hui parce que c'est un milieu à risque. Donc je l'ai intégré. Et puis je suis croyante, donc comme on dit, c'est tout. C'est juste que quand je commence, et je trace ma route, mais si ça doit arriver, ça arrivera. Ça peut paraître dur de dire ça, mais ça a été du travail mental de longue date. Bien sûr, de la préparation autant physique et psychologique. Bien sûr. Alors, quand on parle de l'Everest, quand on entend l'Everest toujours, on entend parler de cette fameuse zone de la mort. À quoi ressemble une journée dans la zone de la mort? Qu'est-ce qu'on ressent dans la zone de la mort? Parce que on voit déjà des corps qui sont ici, congelés, que les secours ne peuvent pas venir chercher. Ça ressemble à quoi une journée dans cette zone? Alors, il y a deux points. Il y a une journée dans la zone de la mort, dans sa tente. C'est un enfer. C'est une zone où les organes vitaux ne fonctionnent pas normalement. Et même si on est sous oxygène, juste le fait de l'enlever, de pouvoir essayer de manger ou boire de l'eau, c'est tellement difficile, c'est invivable. Et d'ailleurs, c'est cette expédition-là, alors que j'ai déjà fait un 8000, qui m'a prouvé encore une fois l'importance de dire Alhamdulillah, quand tu sens qu'il n'y a pas d'oxygène et que tu sens que tu es au bord. Ça te fait reconsidérer beaucoup de choses. Et la zone de la mort, c'est une zone qui te challenge, c'est une zone qui te bouffe de l'intérieur, qui te bouffe mentalement. Tu perds un petit peu le contrôle, tu perds ta lucidité. C'est pour ça que c'est super important de travailler le mental autant que le physique en amont. Toute la préparation en amont fait la différence sur place. Et c'est un lieu qui est invivable. Voilà, c'est comme ça que je peux résumer. Et encore une fois, c'est pour ça que je suis vraiment très fière de cet exploit-là, parce que ça s'est passé dans la zone de la mort. La montée jusqu'au Lhotse, c'est dans la zone de la mort. Ce n'est pas une descente jusqu'au camp de base pour se reposer et remonter quelques jours plus tard. Ah oui, parce que vous l'avez fait en une poussée. Hein. Oui, c'est en une poussée, c'est-à-dire qu'on monte jusqu'à l'Everest, le toit du monde. On redescend jusqu'au camp 4, c'est le dernier camp. Le camp 4, il est à 8600, 8500, quelque chose comme ça. On fait le changement là-bas, donc bouteille d'oxygène. En fait, on gère la logistique là-bas. Okay. On vérifie si moi je suis bien et je suis lucide. Et puis par la suite, on attend le go par rapport à la météo. Est-ce que c'est bon?
on peut y aller. Ça ne veut pas dire que le temps est parfait, Oui. pas du tout. C'est juste qu'il y a des degrés différents. Par exemple, le vent, la puissance du vent, la pente, en fonction de la neige qui est tombée durant la nuit, par exemple. Donc, dès qu'on a le go, on monte. Donc, c'est en l'espace de quelques heures. Et tout ça, c'est dans la zone de la mort. Donc, psychologiquement, c'est très intense. Et je me rappellerai toujours, lorsqu'il fallait faire le changement et remonter au Lhotse, le camp 4 était vide. Était presque vide parce que la plupart de mes amis alpinistes, la majorité était là juste pour faire l'Everest. Okay. Donc je me suis retrouvée dans la tente toute seule, alors qu'initialement on était 3. Donc le soutien n'était pas là, c'était moi avec moi-même, moi en train d'essayer de me convaincre. Je ne pouvais pas forcément recevoir de soutien du Sherpa, il doit gérer la logistique. Donc ça a été une discussion très, très intense avec moi-même pour me convaincre que je suis capable, parce que j'ai eu cette envie de m'arrêter à l'ascension de l'Everest. Mais je me suis tellement poussée et convaincue que je pouvais y arriver. Et d'ailleurs, je me rappellerai même le Sherpa, parce qu'on avait eu des problèmes d'oxygène à la descente de l'Everest. Donc j'étais affaiblie encore plus que la normale. Il m'a reposé la question, Lhotse, pas Lhotse? Et je lui ai dit Lhotse. Direct, c'est vraiment sorti, il n'a même pas fini sa phrase, oui. Je l'ai dit directement, tellement j'y croyais, tellement je me suis convaincue moi-même. Et je me parlais à moi-même, vraiment j'avais des discussions avec le masque en train de me dire Nawel, non tu peux y arriver, Nawel quand même, non là c'est de la perf que tu vas faire, là c'est le rêve, c'était l'Everest, c'est beau, c'est magnifique, tu l'as réalisé, maintenant allez, il faut chercher l'exploit pour le Maroc. Et c'est comme ça que j'ai continué. C'est ça que vous gardez en tête. Et puis, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez senti que tout pouvait basculer, ou peut-être un sentiment que vous n'avez jamais ressenti auparavant, et là, vous vous êtes dit, oula, là, il peut se passer quelque chose de grave, quelque chose que je n'avais pas préparé, quelque chose que je n'avais pas l'habitude d'affronter aussi. Oui, c'est pour ça que je dis que le Lhotse a été beaucoup plus compliqué que l'Everest. Déjà parce qu'on emmène avec nous une certaine fatigue, plus le manque d'oxygène, plus la zone de la mort. Mais lorsque j'ai vu la pente du Lhotse, je me suis dit, ça va être très très dur, ça va être long. Et là où j'ai ressenti vraiment le danger, c'est lorsqu'il y a eu la tempête. Okay. Voilà. Vous avez affronté une tempête Oui. Et on reçoit, en fait, le Lhotse, c'est un peu compliqué, c'est pas comme l'Everest. L'Everest, on a des chemins différents, donc c'est limite les paysages, ils peuvent changer un peu. Le Lhotse, c'est un couloir. Okay. Et c'est un couloir que j'ai gravi pendant 9 heures. Donc c'est le même schéma. Je suis entourée de montagnes, c'est le même schéma, il faut aller tout droit. Et on reçoit des cailloux, bon on est protégé bien évidemment, on reçoit des cailloux, on reçoit de la neige, lorsqu'il y a la tempête aussi. Il y a eu aussi un incident où un alpiniste a glissé, il m'a touchée, je suis tombée. Il y a eu pas mal de choses qui ont fait que la première fois je me suis dit redescends. Ok. Redescends, il y a un moment où vous vous êtes dit oui, redescends Nawel. Là c'est dangereux. D'autant plus que je voyais au loin comment c'était un peu plus haut et je voyais une tempête extrême. Et malgré le ciel bleu, etc., je me suis dit ça c'est dangereux. Ça y est Nawel, tu as débuté, redescends, reste vivant, tu l'as promis à ta famille. Mais encore une fois, je me suis ressaisie. Et lorsque je me suis ressaisie, j'ai serré encore plus la corde, j'ai maîtrisé encore plus. Et subhanallah al-adim, j'ai eu une lucidité plus présente sur le Lhotse à ce moment-là, face au danger, que sur l'Everest. Wow. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et j'ai continué, ça a été long, on marche comme des astronautes, c'est très lent. Ça m'a pris 9 heures. Et une fois qu'on arrive au sommet, ce n'est pas le même sommet que l'Everest. L'Everest, on a une sorte de plateforme, sauf que le Lhotse, tu es seul. Il y a une personne ou deux. Moi, j'étais avec mon Sherpa qui était un peu plus bas. Et la fameuse pancarte où il y a marqué Lhotse, derrière, c'est le vide. C'est rien. Et même lorsque j'ai essayé de filmer, etc., j'ai eu peur. En toute honnêteté, là, oui. Là, j'avais envie de descendre.
extraordinaire. J'avais envie de descendre, mais j'y étais très très fière, vraiment très fière à ce moment-là. Bien sûr. Et Nawel, quand on est à 8000 mètres d'altitude, c'est extraordinaire quand on parle de 8000 mètres. Est-ce qu'on reste alpiniste ou est-ce qu'on devient aussi un peu être humain? C'est-à-dire, est-ce que l'humain, il prend pas le dessus et se dit, en fait, une question de survie aussi? On se dit, bon, oui, alpiniste, d'accord, je sais comment faire, mais il y a aussi le côté être humain de se dire, bon, ok, là, il y a aussi un petit instinct qui naît, ou pas du tout, on reste alpiniste. Pas du tout, on reste alpiniste. On reste professionnel. Pas du tout, on reste professionnel, surtout à 8000 mètres. Surtout à 8000 mètres. On sent vraiment que là, on est dans la technicité dès lors qu'on atteint les camps supérieurs. Et la lucidité, le côté, on va dire, humain, il arrive, mais lorsqu'on est dans sa tente, on essaie de s'adoucir soi-même. Vraiment, on est comme des fous, en fait, à se parler soi-même, à essayer de se convaincre. Je le dis, je l'assume complètement. J'ai déjà eu plusieurs discussions avec moi-même dans la tente pour essayer justement de réveiller ce côté humain. De me parler, de me complimenter, de m'encourager. On est seul face à soi-même. Je me parlais en arabe, ça me faisait plaisir parce que je peux parler en arabe avec personne. En français encore moins. Donc c'est des moments vraiment qui font partie aussi justement de la réussite de ce projet-là. Il faut savoir se convaincre pour pouvoir avancer. Nawel, vous êtes sur le toit du monde. On se rappelle de cette vidéo qui nous a tous profondément déjà touchés parce que vous avez un message tout de suite, ne serait-ce que pour la jeunesse, et vous avez aussi un message pour toutes les femmes du monde, au-delà aussi des frontières du royaume. Qu'est-ce que vous avez ressenti peut-être sur les derniers mètres lorsque vous êtes sur le toit du monde? Et puis une petite phrase que vous vous dites intérieurement, au-delà de j'ai réussi l'exploit, c'est aussi tout de suite vous prenez conscience que vous allez diffuser aussi un message un beau message pour les femmes du monde. Je me rappellerai toujours de ce moment-là. Comme je l'ai expliqué, c'est une sorte de plateforme où peuvent tenir plusieurs alpinistes. Dès lors que j'ai vu cette plateforme-là, j'ai été submergée d'émotions. Je me rappelle que j'ai pleuré, j'avais les larmes aux yeux. Je ne vais pas recommencer. Vous pouvez, vous êtes à la maison ici, mais c'est beaucoup d'émotions, bien sûr. Je suis désolée. Et je me disais, tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait. Je me dis, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. Je n'ai pas arrêté de répéter ça jusqu'à ce que j'arrive là-bas et que j'assure ma sécurité, bien sûr. Et à ce moment-là, la première chose, il faut savoir que j'ai faite, et ça je me l'étais promise depuis des années, le jour où je ferai l'Everest, j'ai envie de nsalli jouj rak'at au sommet. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par ça, et par la suite, j'ai regardé autour de moi. Et je me suis dit, mais subhanallah, c'est juste incroyable ce que je suis en train de voir. Et je pleurais parce que j'ai vraiment réalisé, j'ai retrouvé cette lucidité pour me rappeler, c'est incroyable le corps humain, pour me rappeler que Nawel, tu l'as fait, c'est ton rêve, là c'est ton rêve. Et puis par la suite, la vidéo a été spontanée, authentique, je ne prépare rien du tout, je ne suis pas en état déjà. Je pense que tout le monde l'a vu, j'avais du mal à respirer, mais je tenais à la faire, j'étais vraiment très mal à ce moment-là. Et je tenais à la faire, et pour moi c'était la moindre des choses que de remercier Sidi Rabbi pour commencer avant de pouvoir m'adresser à qui que ce soit. Et je suis toujours dans le partage. Je trouve ça dommage que de faire des choses extraordinaires dans n'importe quel domaine et qui peut nous servir et nous faire avancer et ne pas le partager autour de soi. Avec ma notoriété maintenant, ce serait encore plus dommage. J'ai envie de parler aux jeunes, j'ai envie de parler aux femmes qui ont des projets magnifiques mais qui n'arrivent pas justement à aller jusqu'au bout par manque de soutien, par présence de difficultés. Et donc le message est sorti vraiment du fond de mon cœur, et j'étais très très fière lorsque j'ai dit Dima Maghreb, ça c'est ma signature, Dima Maghreb, Dima Maghreb. J'étais très très fière. Et bien sûr, lever le drapeau, c'est très émouvant pour moi de lever le drapeau sur chaque sommet. Bien sûr, c'est extraordinaire.
Vous revenez au royaume et là, eh bien, vous avez, en tout cas peut-être à la surprise, le roi Mohammed VI qui vous adresse toutes ses félicitations et qui vous reçoit par la suite au palais royal. Avec nous, le petit médaillon, peut-être je vais vous demander de le mettre peut-être, parce qu'il vous va très bien. J'ai le pin. Ah bah voilà, eh ben, allez-y, je vous laisse le mettre. C'est un honneur juste incroyable, surtout que ça a été touché par Sidna Allah Yansuru et posé par Sidna Allah Yansuru. C'est juste waouh pour moi, c'est incroyable. Eh bien, il va très bien en tout cas. Il me va très bien et je pense que c'est le plus beau bijou que j'ai maintenant. C'est une certitude. Il est très beau et c'est le plus beau cadeau qu'on peut me faire. Pour me récompenser justement de ce travail très difficile que j'ai pu mener. Comme je l'ai expliqué, le plus gros, c'est ce qui se fait en amont. Et alhamdoulilah, je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont soutenue, mes parents, ma sœur, mon frère, mes proches, les gens que j'aime, les Marocains, ceux qui me suivent. Et je remercie aussi mes sponsors. J'étais très fière d'être accompagnée par des sponsors magnifiques marocains. Et surtout, c'est aller au-delà du sponsoring, ça a été vraiment de la bienveillance que j'ai ressentie. Et d'ailleurs, leur accueil, une fois de retour au royaume, en a dit long. Et effectivement, c'est une succession d'émotions très très fortes que je n'ai pas encore vraiment magasiné. Oui, mais c'est très beau et kanhamdullah kanshkuro et ce jour-là restera le plus beau jour de ma vie, inoubliable. Et Allah yatoul amal sidna. Être reçu au palais, c'est aussi une récompense extraordinaire. On arrive au terme de l'entretien. Peut-être la dernière question, Nawel. Quand on gravit l'Everest, vous avez gravi l'Otse, vous avez repoussé les limites de beaucoup, ou en tout cas que beaucoup jugeaient impossible. Vous avez envoyé un message très fort. Mais au fond, Nawel, quelle est la montagne qui est la plus difficile à gravir? Celle de la vie ou celle d'un alpiniste? En toute honnêteté, c'est similaire. Mais on va dire que c'est plus celle de la vie. Savoir se relever lorsqu'on tombe à plusieurs reprises, lorsqu'on sent qu'on ne croit pas en toi, on ne croit pas en ton projet, lorsqu'on minimise ton projet, tes efforts, lorsqu'il n'y a pas de retour derrière, tout le travail qu'il y a en amont d'un grand projet, peu importe le secteur. Je trouve que c'est ça qui est le plus beau et c'est le plus beau résultat, c'est vraiment le résultat du combat avec soi-même. Je l'ai toujours dit, personnellement je ne suis en concurrence avec personne, mis à part avec moi-même. Je me challenge à chaque fois et alhamdoulilah, je pense que la Nawal qui parle a battu la Nawal qui avait des doutes. Mais encore une fois, le travail, le gros du travail va recommencer là maintenant et cette fois-ci je suis encore plus prête. J'ai les épaules, alhamdoulilah, très solides et Inch'Allah, j'espère rendre les Marocains encore plus fiers et faire briller le Maroc partout dans le monde. Bien sûr. Est-ce qu'on a encore on a encore une petite... oui, rapidement. Peut-être, Nawel, la caméra est en face de vous. Quel petit message, en une petite minute, vous voulez adresser à la jeunesse qui rêve aussi un jour de réaliser de tels exploits finalement? Lorsque j'ai commencé sans rien. Mes parents ne finançaient pas le projet. Je me suis créé les opportunités, je me suis démenée, j'ai toqué à toutes les portes. Des portes sont restées fermées pendant très longtemps et pourtant je n'ai pas renoncé. Pourquoi? Parce que mon projet avait une vision très très claire et je vous conseille sincèrement de ne pas écouter les gens qui rabaissent vos projets, de croire en la vision que vous avez de ce projet-là et de vous battre même si ça prend des années. Ça m'a pris 8 ans et ce n'est pas encore fini. L'Everest m'a pris 5 ans et j'y ai cru alors que tout le monde a essayé de me convaincre qu'il fallait peut-être passer à autre chose. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai pu réaliser un exploit et rendu très fiers les Marocains. Donc croyez en vous et surtout n'attendez pas les moyens. Les moyens, il faut aller les chercher soi-même.
N'attendez pas que ça puisse arriver. Essayez de vous les créer vous-même. Et aujourd'hui, avec l'ère de l'IA, c'est facile et c'est gratuit d'avoir des formations, d'en apprendre davantage sur un secteur donné. C'est beaucoup plus facile qu'avant. Donc profitez-en, croyez en vous, rêvez grand et surtout vivez vos rêves. Eh bien, je crois que le message est assez clairon. Merci infiniment, Nawel. Merci d'être venu Merci ici à Tanger, infiniment. dans nos locaux. C'était un chez Midi plaisir. 1. Et on espère évidemment qu'on va continuer à suivre les exploits de Nawel Sfenda. Elle était avec nous aujourd'hui sur Midi 1. Merci à vous d'avoir suivi cette interview.